Thunder, Wolves, Pacers ou Knicks, l'une de ces quatre équipes va gagner le titre NBA et c'est déjà de la folie. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. C'est parti pour une analyse de ces demi-finales qui se sont terminées et surtout des finales de conférence qui arrivent. Et commençons par le dernier qualifié, le Thunder d'OKC qui, au terme du match 7, s'est donc imposé très facilement finalement face à des Nuggets diminués. Beaucoup de joueurs étaient blessés, à commencer par Aaron Gordon qui avait un gros souci aux ischios mais qui a quand même tenu sa place, qui a gobé des rebonds dans la mesure du possible. Pendant 8 minutes, le match était plutôt à la faveur de Denver. Et puis, il y a eu l'entrée en scène de Caruso qui a été vraiment une menace défensive de tous les instants pour Denver, utilisant très bien son corps, se mettant en opposition et profitant aussi peut-être un peu du laisser jouer des arbitres. C'est-à-dire que normalement, il aurait peut-être pu prendre quelques fautes. Après, ce sont les playoffs, les tolérances sur les contacts sont un peu plus importantes et Denver n'a pas trouvé de solution. On avait en première mi-temps un Jamal Murray qui était quand même peu efficace, peu présent. Les relais comme Westbrook balançaient des balles en touche. Et puis il y a eu une énorme pression non seulement de Caruso, mais aussi de Cason Wallace sur les lignes arrières. Ça a été très compliqué pour les Nuggets qui ont parfois perdu le ballon plusieurs fois de suite et ça a été l'occasion de gagner des paniers faciles. Et puis chez Gilgeous-Alexander, est-ce qu'il va être MVP? Probablement, mais ça sera après donc cette série. Et donc il a réussi lui à marquer 35 points lors de ce match décisif, à être très efficace à 12 sur 19 au shoot. Le leader qui est dans la, on va dire, dans la continuité de ces dernières saisons et de ce collectif qui est vraiment remarquable autour de quelques joueurs clés comme Jalen Williams, qui a été bien plus adroit et plus efficace que lors des matchs précédents. On a toujours la présence assez intimidante de Chet Holmgren malgré son manque de poids. Isaiah Hartenstein, pivot déménageur recruté fort judicieusement, lui, il apporte sa présence et ses rebonds toujours comme il faut. Et bien sûr, on a des joueurs qui se relaient. Alors là, en plus, vu que ça a tourné au blowout, on a vu qu'il y avait de la profondeur et que même le 10e homme, il pouvait être très très bon. Petite dédicace au rookie et Jay Mitchell, qui est un Belge. Il est à l'image de cet effectif jeune qui n'a peur de pas grand-chose, mais qui se confronte quand même à la difficulté des playoffs. Hein, faut pas se cacher, si le Thunder n'a pas fait un 4-0 comme face aux Grizzlies, c'est parce que Denver, c'est une équipe expérimentée qui joue avec un joueur monumental, qui a un bon collectif aussi, qui sait se faire passer la balle, sauf que y a un manque de profondeur. D'ailleurs, Jokic l'a reconnu en conférence de presse. C'est une des priorités d'après lui, c'est d'étoffer un peu cette équipe. On a vu des équipes comme les Clippers, comme les Pacers et d'autres dont je vais parler, qui savent s'appuyer sur plusieurs joueurs, au moins 8, qui sont vraiment solides. À Denver, c'est un peu moins le cas, notamment quand il y a des blessés, comme ces derniers temps. Donc on va aborder directement la rencontre face aux Loups du Minnesota. Les Timberwolves, eux, ont battu 4-1 les Warriors. Je vous en ai parlé lors des lives. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais énormément de vidéos en live par rapport à ces vidéos traditionnelles où j'enregistre et j'analyse un petit peu l'actualité. Le live, ça me permet de faire des directs et aussi, pourquoi pas, des petites sessions basket comme ce dimanche où j'ai fait des shoots. Alors, avec une réussite somme toute assez proche de celle de Russell Westbrook dans ses mauvais jours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner cette information. Mais revenons donc à cet affrontement avec les Wolves et les forces des Wolves. Déjà, ça a été une intensité physique. Ça correspond plutôt bien à aussi les forces d'OKC
Par intensité physique, moi je vais être attentif à la paire intérieure, Rudy Gobert, qui, hormis face aux Lakers où bon, il n'avait pas d'opposant à sa taille, il s'est énormément fait plaisir en attaque et au rebond. Là, il va être sur une série, je pense, du type 8-9 points, 12 rebonds et peut-être 2 contre. On a à ses côtés le deuxième joueur, mais vraiment d'un duo très très fort, qui est Julius Randle. Randle, il fait je pense, meilleurs playoffs. Il est à 24 points, il distribue le jeu, il prend des rebonds, et il est efficace. Et puis humble dans la victoire, tout comme revanchard, je pense, et en même temps à l'aise. On le sent à sa place, donc c'est ça qui fait que ce joueur-là va être une clé, à mon avis, de cette série, de cette opposition. Parce que face à lui, bah, il y aura Chatham Brand qui lui rend quand même beaucoup de kilos. Il est capable de tirer au large, donc il va attirer au moins un grand normalement en dehors de la raquette. Et du coup, ça va faciliter aussi la tâche pour Anthony Edwards, qui lui est capable bien sûr d'artiller à 3 points. C'est celui qui a mis le plus de 3 points cette saison en NBA avec bon, parfois des petites crises d'adresse et parfois de très belles séries. Là, il va se retrouver quand même face à des défenseurs que j'ai cités tout à l'heure, qui vont se relayer pour le ralentir. Je me souviens qu'il était un petit peu embêté par les prises à deux. Et à 23 ans, il a encore beaucoup à apprendre, hein, malgré son immense niveau déjà. Je vais être très attentif à ça. C'est comment il va lire les prises à deux. Est-ce que ses coéquipiers vont réussir à maintenir leur niveau, voire l'élever? Ça, c'est aussi une question, parce que plus on avance près des finales et plus la moindre erreur ne pardonne pas. Donc, à ses côtés, il y a toujours le vétéran Mike Conley, mais c'est pas lui qui va défendre sur Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que ce sera la tâche de Jaden McDaniels, avec son physique impressionnant, ses longs bras, sa vitesse de déplacement latéral. Et puis, venu du banc, on pourra avoir aussi le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, Nickel Alexander Walker, qui, lui, de son côté, a la connaissance du jeu de son cousin. Il n'a pas son niveau non plus, mais il peut être assez bon en attaque, tout comme Dante DiVincenzo. Donc ça va être intéressant de voir la bataille des arrières, la bataille des intérieurs. Et sur les ailes, Jalen Williams du Thunder doit confirmer que c'est un All-Star et que malgré lui aussi son jeune âge, il est prêt à emmener son équipe en finale NBA. Donc, quel est mon pronostic après cette présentation? La série, elle commence très rapidement. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. Et elle va mettre en évidence deux choses. Déjà, on commence à Oklahoma avec son public qui est vraiment un des meilleurs de NBA. Et donc, l'avantage du terrain, à mon avis, peut jouer, premièrement. Et le fait que le Thunder, je pense, s'est un peu libéré d'avoir choqué l'an dernier. Enfin, pas choqué, mais peut-être d'avoir eu l'occasion de passer face à Dallas et d'avoir finalement perdu. Là, ils se retrouvent en finale. Ils ont gagné 68 matchs en saison régulière. Ils ont réussi à battre un champion, ce qui est toujours bon pour le moral, un champion récent. Euh, Et à mon avis, ils vont gagner les deux premiers à domicile. Reste à savoir si Minnesota va être capable d'en prendre deux à la maison ou un. Euh, En tout cas, moi sur la longueur, je vois OKC passer. Ça sera peut-être pas facile. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est peut-être le manque de points à l'intérieur, notamment sur le poste 5 pour Rudy Gobert. En sachant quand même, je ne l'ai pas cité, qu'il y a Nasrid sur le banc, et lui aussi, il peut être vraiment décisif, parce que avec son jeu à l'extérieur, là, il peut être une menace, mais il faudra que les tirs rentrent. Euh, donc voilà, je pense que
Oklahoma a les moyens de passer. Je vais dire 4-2. Mais je ne serais pas surpris si Minnesota finit en finale NBA. Ça serait incroyable. Mais encore une fois, ils ont dominé les Lakers 4-1, les Warriors 4-1. Donc ils arrivent avec de réelles ambitions pour ces finales de conférence. Allez, direction l'Est pour une confrontation campagne-ville. Indiana contre New York. Deux équipes qui n'étaient pas les favorites, puisque Boston et Cleveland sont passés à la trappe, respectivement éliminés par New York et par les Pacers. Alors, là c'est pareil, une folle ambiance à New York, des spectateurs et des supporters qui sont, j'allais dire, hors filtre, n'ont plus de cadre, se laissent rêver à des titres et font la fête comme si c'était déjà fait. Mais ce ne sera pas facile parce que les équipes comme Indiana, ce sont des équipes qui sont structurées, qui ont joué sur la stabilité aussi depuis 2-3 ans et qui arrivent à remonter parfois des situations désespérées. C'est quand même l'équipe Indiana qui a remonté 2 fois de 8 points à moins d'une minute de la fin. C'est une équipe emmenée par Tyrese Haliburton, à la fois All-Star, champion olympique, mais encore sous-estimé, même si, attention, sa campagne de playoff, elle fait partie, je pense, des plus abouties de ces dernières années. On va voir ce que ça va donner, parce qu'en face, il y a Jalen Brunson, un meneur qui a justifié tous les espoirs placés en lui depuis son transfert de Dallas. Il a Karl Anthony Towns qui vient de Minnesota à l'intersaison en échange avec Julius Randle, lui aussi qui sera donc en finale à l'Ouest. Et bien, rien que ces deux-là, ils opposent, comment dire, une sacrée concurrence aux joueurs d'Indiana, qui sont de bons soldats, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. Miles Turner sur le poste 5, Aaron Nesmith sur le poste 3, Andrew Nembhard sur le poste 2, et puis le All-Star Pascal Siakam, qui n'est pas un énorme scoreur, mais qui est capable, quand il veut, d'aller scorer et de poser des problèmes, d'être assez polyvalent. Donc ça va être intéressant parce que on a un 5 majeur New York qui est quand même très fort, qui joue beaucoup en termes de minutes, qui est dur, qui l'a montré face à Boston dans des défaites qui auraient pu être concédées par beaucoup de monde. Eux, ils ont remonté des 20 points. Donc quand ça les prend, ils sont capables de faire vraiment des runs incroyables. Et il faudra bien ça parce que l'équipe d'Indiana, déjà l'année dernière, elle avait une attaque de feu et elle a aussi des remplaçants qui sont, à mon avis, supérieurs à New York. Je pense à Obi Toppin, ancien New-Yorkais, qui a trouvé son rôle de joueur à la fois capable de slasher, d'aller dunker, mais aussi de tirer à 3 points et de réussir quelques paniers intéressants. Obi Toppin, donc. Et puis TJ McConnell, le petit meneur blanc que j'aime beaucoup, capable lui aussi de slalomer dans la défense pour trouver ses copains ou de s'offrir un petit shoot en suspension rapide. Et je citerai également Bénédicte Mathurin, qui peut lui aussi scorer beaucoup de points en peu de temps. Bref, c'est une opposition qui est plutôt équilibrée, je trouve. Deux grands coachs aussi, Tom Thibodeau, qui peut être assez décrié, mais là qui a fait de bons ajustements, qui a quand même aussi aidé à replacer New York sur la carte des équipes qui jouent bien en NBA. Et de l'autre côté, Rick Carlisle, qui a été champion, je crois, avec Dallas à l'époque de Dirk Nowitzki. Et sur ce que je vois depuis des années, c'est un joueur, enfin, pardon, c'est un entraîneur capable de sublimer ses joueurs, de créer une famille, un esprit collectif. Moi, qui me séduit beaucoup. Je trouve que le basket, il est beau à voir jouer quand on regarde Indiana. Et eux aussi peuvent avoir leurs moments assez forts en défense. Mais il y a peut-être l'irrégularité. Et est-ce qu'ils sont tombés sur des équipes aussi
physique aussi impactante que les Knicks peuvent l'être, je ne suis pas sûr lors de ces playoffs. Faut pas oublier qu'on a des joueurs comme Josh Hart, capable de faire un triple-double, chose qui n'avait pas été faite par un Knicks depuis Walt Frazier en 72, quelque chose comme ça. Et puis, je n'ai pas encore cité OG Anunoby, je n'ai pas parlé de Michael Bridges, qui réalise d'assez bons playoffs tous les deux, avec des points to scoring assez variables, mais une implication quand même très intéressante. Pas de blessure aussi du côté Knicks, ça va être un sacré avantage par rapport à la campagne précédente où Indiana, rappelons-le, avait écarté les Knicks et s'était imposé au Madison Square Garden finalement pour aller jusqu'en finale face à Boston. Ces deux équipes-là, elles étaient amenées donc à se retrouver. On n'a pas vu ces affiches-là depuis les années 90, l'époque Patrick Ewing et Reggie Miller. Donc ça va être intéressant, dans des ambiances qui vont être vraiment, je pense, très très chaudes, que ce soit à New York comme à Indiana. Et mon pronostic, c'est que grâce à des victoires au début de la série, et puis à une intensité qui me semble supérieure, New York va l'emporter et je dirais 4-2 au cours de cette série pour aller jusqu'en finale NBA, donc a priori face au Thunder. Évidemment, je peux me tromper complètement puisque dans ma prévision de début de playoff, pour l'instant, je n'ai que le Thunder parmi les 4 à, à être qualifiés à ce stade de la compétition. Et après, moi j'avais vu Houston aller en finale de conférence, j'avais vu un Boston-Cleveland en finale de conférence aussi à l'Est. Bref, on se trompe et on aime ça parce que c'est ça la beauté du basket, c'est que tout n'est pas écrit et que du coup ce qu'on découvre, ça peut vraiment nous surprendre et on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est clair. Dites-moi qui sont vos favoris aussi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et à bientôt sur le Scénar des Arceaux. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos, notamment en direct. Salut!